première question, on a donc un gouvernement en ordre de marche, même si les secteurs seront attribués mercredi. Quel sentiment prévaut ce soir? Est-ce que c'est le soulagement? Est-ce que c'est le poids de la responsabilité? Écoutez, c'est 3 satisfactions. La première, effectivement, que le gouvernement a retrouvé tous ses pouvoirs et pouvoir se remettre au travail. Nous avons des urgences, bien sûr, elles sont budgétaires, financières, économiques, y compris pour les associations et les Calédoniens qui attendent leurs subventions. Mais c'est également des réformes qui nous attendent. Dans votre reportage, Bernard Deladrière les a précisées. Et puis, c'est une deuxième satisfaction parce qu'on a retrouvé les conditions de la collégialité, c'est-à-dire de l'esprit de l'accord de Nouméa, ce qu'on n'avait pas retrouvé depuis 2009. Donc, on va pouvoir travailler tous ensemble dans la confiance. Et troisièmement, ce déblocage, il a pu être fait parce qu'on est dans une dynamique, celle de la préparation du référendum de 2018, en accord entre partis indépendantistes et non indépendantistes pour que ce référendum se déroule dans la sérénité. Alors, vous avez parlé de collégialité, vous êtes à côté de Jean-Louis d'Anglebert qui représente l'UC. La collégialité a parfois souffert pendant l'exécutif de Philippe Germain. Aujourd'hui, vous êtes confiant pour ce 15e gouvernement de Nouvelle-Calédonie? Oui, on parle beaucoup de collégialité. La collégialité, chaque président a essayé de la mettre en œuvre dans des conditions politiques différentes. Et ce que vient de dire le président, c'est que mettre en œuvre une collégialité lorsqu'on est élu avec 6 voix, comme c'était le cas pour le gouvernement de 2015, et une collégialité lorsque le président et le vice-président sont élus avec 10 voix, on n'est pas dans les mêmes conditions. Donc, de toute évidence, la confiance, elle est plus globale dans ce gouvernement et il est plus aisé de mettre en œuvre les outils de la collégialité. Alors on s'interroge tout de même, cet accord, cette déclaration commune survient à la veille de l'arrivée d'Édouard Philippe. On a l'impression que c'est encore l'État qui siffle la fin de la récréation, qui donne le là de la vie politique locale. Vous entendez cette réflexion? Est-ce un pur hasard? Non, c'est pas du tout ça. Si vous avez remarqué, la dynamique politique, elle a commencé au comité des signataires, où les partis indépendantistes et non indépendantistes se sont entendus sur la question importante du corps électoral. Cette dynamique, elle s'est poursuivie la semaine dernière au Congrès et aujourd'hui au gouvernement. C'est-à-dire qu'on est dans cette dynamique de préparer le référendum entre nous. Donc effectivement, il valait mieux être élu avant l'arrivée qu'après, mais la dynamique, elle s'est enclenchée le mois dernier au comité des signataires. Certains, notamment les Républicains calédoniens, parlent d'un accord caché derrière cette déclaration commune. Aujourd'hui, Philippe Germain, qu'est-ce que vous dites à ce sujet précisément? Qu'il n'y a pas d'accord caché. Il n'y a pas d'accord sur le transfert de compétences régaliennes? Rien du tout. Tout ça est de la diffamation. Jean-Louis d'Anglebert? Non, il n'y a pas d'accord caché. Maintenant, les compétences régaliennes, avant de les transférer, il faudrait transférer ce qui est prévu dans l'accord de Nouméa, au moins l'article 27. En tous les cas, c'est notre position. Donc, on a toujours tenu cette position. On en parle encore. Mais l'accord caché, j'ai fait partie de la négociation de l'accord de Nouméa. C'est les discours qu'on a entendus toute la période de la négociation sur l'accord de Nouméa, de soi-disant accords cachés. Alors, est-ce que ça veut dire, si on entend vos propos, qu'il y a une négociation sur ce transfert de l'article 27? On sait que Calédonie Ensemble, il était pas totalement favorable. D'abord, là, vous vous adressez à des membres du gouvernement et pas des partis politiques, donc il ne faut pas confondre. Mais notre accord qui a prévaut à notre élection est uniquement sur ce que je vous ai dit, comment les Calédoniens, les partis politiques calédoniens se mettent au travail pour préparer le référendum dans des bonnes conditions. C'est uniquement ça, l'accord qui a prévalu à notre élection. Alors on le sait, l'une des priorités sera d'élaborer ce budget 2018 de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il est encore temps de rattraper le retard accumulé ces derniers mois? Philippe Germain? On va mettre les bouchées doubles pour essayer de rattraper une partie de notre retard, mais on ne pourra malheureusement pas rattraper l'intégralité. Notre objectif aujourd'hui est de présenter le débat d'orientation budgétaire dès la mi-décembre au Congrès. On va l'arrêter dès la semaine prochaine et notre objectif c'est de pouvoir boucler le budget au niveau du gouvernement et de le déposer sur le bureau du Congrès les derniers jours de décembre ou au 1er janvier ou au début janvier pour qu'il puisse être adopté si le Congrès le peut dans le courant du mois de janvier. Alors l'autre urgence, l'autre priorité, c'est bien sûr aussi de sauver finalement la CAFAT. Est-ce que c'est possible, avant le 31 décembre, d'avoir un vrai plan d'action contre les déficits annoncés
des régimes sociaux? Jean-Louis d'Anglebert, pardon. Non, je laisserai plutôt le président répondre à cette question. C'est sur son domaine. Moi, je parlerai de mon secteur, si vous me posez la question. En ce qui concerne la stratégie d'emploi et d'insertion de la jeunesse, les moyens que l'on met, le soutien de l'Union européenne, et si on ne répond pas à ce que nous demande l'Europe, on risque aussi de perdre une partie du soutien de l'européenne dans ce secteur qui touche quand même la jeunesse et l'insertion des jeunes. Est-ce qu'il est encore temps, Philippe Germain, de sauver la CAFAT? Est-ce qu'on peut? De toute façon, on devra sauver la CAFAT et la deadline n'est pas forcément le mois de décembre. On a les financements pour tenir 2017. Ce qui est important, c'est que dès les prochains jours, les prochaines semaines, mais tout au long du premier trimestre 2018, nous prenions une série de décisions qui nous permettent effectivement de sauver le régime d'assurance maladie. Alors, on l'a entendu dans vos propos, l'urgence c'était d'avoir un accord sur une bonne tenue du référendum. En quoi le gouvernement, très concrètement, va préparer dans de bonnes conditions ce vote? C'est pas le gouvernement en tant que tel, oui, mais dès lors que les groupes politiques ont considéré que leur priorité devait être la préparation de ce référendum pour qu'il se tienne dans les meilleures conditions, vous imaginez bien qu'il n'est pas possible que les institutions ne fonctionnent pas ou qu'elles dysfonctionnent. Donc c'est le fait que le gouvernement fonctionne bien, qu'il fonctionne dans la collégialité, qu'il porte les réformes nécessaires au pays, c'est en cela que nous pourrons accompagner le processus qui nous amènera jusqu'en 2018. Alors, la répartition des secteurs de ce 15e gouvernement sera effective normalement dès mercredi. Quel sort vous allez réserver au seul membre du gouvernement qui n'a pas voté pour vous, à savoir Christopher Gigès? Est-ce qu'il aura un petit portefeuille? Est-ce que vous allez le traiter de manière égale avec peut-être le sentiment de collégialité qui est important? On l'a indiqué dans notre déclaration, on conserve les équilibres et la répartition des secteurs actuellement entre membres du gouvernement. Donc, il remplace un membre du gouvernement, il hérite de son secteur. C'est-à-dire, ça sera solidarité, handicap Voilà, c'est le secteur qu'avait Madame Chamorro avant. Philippe Germain, Jean-Louis d'Anglebert, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.